L'affaire OneCoin, vous savez, ce gros scam de ouf qui disait être une crypto-monnaie mais qui en fait n'a jamais été une crypto-monnaie? Eh bien en réalité, l'ex-responsable juridique de la boîte a été condamné à 4 ans de prison. Il me semble qu'on n'a jamais retrouvé la fondatrice elle-même du projet. Il y a une série Canal+ dans laquelle je joue, et dans cette série Canal+, on vous explique toute l'histoire. Je vais vous le trouver, attendez, bougez pas. Petit coucou Rabin des Bois, si t'entends ça. Si ça vous intéresse, elle est dispo sur YouTube. Bref, en fait, c'est un truc de fou qu'elle a fait quand même, et puis c'est l'un des plus gros scams crypto de l'histoire, et surtout, crypto dans le nom, mais il n'y avait même pas réellement de crypto-monnaie, il n'y avait même pas réellement de blockchain. Donc en fait, si vous voulez, on se retrouve dans une situation où les gens du monde entier pensent que c'est une très grosse arnaque crypto, alors qu'en réalité, c'est juste une merde qui utilisait la crypto comme exemple pour mettre un nuage de complexité et que les gens payent sans réfléchir, quoi. En tout cas, les gars, vraiment, cette série, elle est ouf. Regardez-moi ce teaser, j'adore. C'est sur Canal+, c'est avec notre ami Rabin des Bois, j'adore vraiment ce gars, c'est un amour. Il est d'une gentillesse. Bref, dans ces histoires-là, vous avez tout ça sur sa chaîne YouTube, ici dans la playlist, et il y en a 4 ou 5 en lien avec la crypto, et à chaque fois, je ramène le bout de mon nez sur Canal+. Les ETF, vous le savez, c'est ce qui fait rentrer beaucoup de liquidités sur Bitcoin, et c'est ce qui a valorisé l'entièreté du marché des cryptos, en poussant Bitcoin à éclater son précédent record de 69 000 $, depuis l'ETF de BlackRock, donc c'est un produit financier qui permet, pour faire très simple, aux institutions d'investir massivement dans les cryptos. Globalement, depuis que ça a été lancé, on a eu à peu près 115 milliards de dollars de volume depuis que le produit est listé. Et il y a dans ce volume beaucoup de personnes qui sortent d'un ETF, celui de GBTC, c'est la grosse ligne rouge que vous voyez là, et qui rentrent de l'autre côté sur IBIT, qui est celui de BlackRock, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est l'ETF de BlackRock. Donc vous voyez que majoritairement, il y a beaucoup de gens, voilà, on le voit, 15 milliards sortant de GBTC, 14,7 milliards entrant sur BlackRock. En tout cas, depuis le début, en comptant tous les ETF qui ont perdu des volumes et tous les ETF qui en ont reçu. On voit les volumes qui sont faits entre les différents ETF et on voit la new money, the fresh money, ce qui vient vraiment de l'extérieur, c'est-à-dire des investisseurs qui n'étaient pas sur Bitcoin et qui ont apporté du cash entrant, de la nouvelle liquidité sur le marché. Et là, il s'agit de 12,6 milliards de dollars. Ce site internet est relativement bien fait. C'est Artem qui me l'a montré cette semaine, Artem de Hawk, qui d'ailleurs vont s'occuper de l'actualité sur Instagram et de vous faire ses planches toutes les semaines. Et pour le coup, vous voyez tout. Vous voyez les différents ETF, vous voyez qui est-ce qui en profite le plus, vous voyez ces nouveaux volumes, ce fameux 12 600 aujourd'hui, 12 milliards et quelques, vous voyez ce que les gens sortent de GBTC de manière générale et ce qu'ils rentrent sur les autres ETF. Les amis, je continue, c'est Ripple qui va lancer son stablecoin. Alors à la fois c'est couillu parce qu'ils sont encore au tribunal contre la Security Exchange Commission, qui est le régulateur américain, et ils vont lancer leur stablecoin parce que c'est pour eux la next step pour pouvoir proposer certains services à leurs clients bancaires, leurs clients financiers, ce qui est plutôt logique, Tu proposes des solutions de paiement ultra rapides, tu proposes un réseau, le fait d'avoir ton stablecoin, premièrement, ça va être très utilisé par tes partenaires bancaires qui veulent pouvoir faire des échanges sur des valeurs plutôt stables. Deuxièmement, on le sait tous, ceux qui gèrent des stablecoins, surtout quand la banque centrale te donne 3 ou 4 ou 5% d'intérêt sur les prêts et les emprunts, ça te permet de te faire les couilles en or. Donc je pense que c'est tout simplement évident et c'est la suite logique sur leur profil. Je vous rappelle que c'est une crypto-monnaie qui est au tribunal et qui est quand même toujours dans le top des plus grandes cryptos du monde. Ripple, 7e crypto-monnaie la plus valorisée avec 32 milliards de dollars. Solide. On est loin de son ATH, évidemment. Ils sont quand même encore relativement bas, probablement à cause de la pression et de la peur qu'il y a et qui se maintient en fait à cause de ces doutes juridiques, quoi. Les amis, on continue avec un airdrop qu'il ne faut pas manquer cette semaine, Wormhole. Pourquoi il ne faut pas le manquer? Parce que beaucoup de gens ont utilisé Wormhole sans même le savoir. Globalement, tu avais plein de façons. Wormhole, c'est un bridge qui permet de passer des crypto-monnaies d'une blockchain à une autre. Si vous êtes habitué et si vous l'avez fait, surtout si vous l'avez fait il y a un moment, essayez de voir si vous êtes éligible. Vous allez vous prendre quelques centaines, voire quelques milliers de tokens. Ça a été mon cas, des milliers de tokens qui se revendent à 1 $, 1 euro pièce. Et pour le coup, vous cliquez sur Check Eligibility et vous allez voir qu'il y a différentes façons. Moi, j'ai été principalement éligible sur mes portefeuilles Solana, les mêmes portefeuilles où j'étais éligible sur Jupiter, par exemple. Et vous voyez, il y a plein de façons, plein de blockchains et plein de différents portefeuilles qui peuvent vous rendre éligible. Donc, allez vérifier. Très rapidement, parce que c'est ma société, donc déjà, je vous le dis par toute transparence, mais je voulais juste montrer ça. On a une nouvelle actu. On a refait le dashboard d'investissement. Déjà, on a mis un mode sombre. On a refait la courbe. Sur la courbe, vous pouvez cliquer pour laisser des notes sur quand vous avez fait des différents retraits, différents dépôts de stacking,
stacking, différents rewards. On a refait tout le parcours d'achat. Avant, c'était un truc où tu achetais du Bitcoin, ton Bitcoin était soit spot, soit autre chose. Tu achetais de l'Ether, il était soit en spot, soit en lending, soit en stacking. C'était trop compliqué. Maintenant, tu achètes ton Ether, on te propose est-ce que tu veux le mettre en stacking ou en lending. Bref, on a repensé le modèle. Pareil au niveau des virements, pareil au niveau de toutes les petites interactions que l'utilisateur va avoir en fait finalement avec la plateforme pour qu'elle soit toujours plus simple à utiliser sans baisser pour autant nos critères de sécurité. J'espère que ça plaira à ceux qui l'utilisent. Les amis, en Argentine, les entreprises crypto devront s'enregistrer pour exercer dans le pays. Bon, Javier, le nouveau président qui se disait vraiment pro crypto, finalement, il est arrivé au pouvoir et il a pris une position qui ressemble un petit peu à la régulation française et européenne. Pour faire très simple, c'est une très mauvaise idée d'avoir un registre qui permet d'acheter et de vendre des bitcoins. Bitcoin est une monnaie, pas une valeur mobilière. C'est aussi mauvais que si les bureaux de change pour les dollars-euros ou les magasins où l'on achète et l'on vend de l'or devaient s'enregistrer auprès de la CNV. C'est complètement absurde. Cela ne profite à personne, sauf peut-être quelques bureaucrates de l'État et une armée d'avocats de personnes inutiles du secteur de la conformité. Autant vous dire que cette décision n'a pas été acceptée par tout le monde. Mais il semblerait bien, et oui, je suis en train de lire, que malgré l'élection un petit peu... lui, c'est vraiment... ils le disent clairement, c'est un anarcho-capitaliste de Raviel. Javier. L'Argentine continue à se conformer, alors que beaucoup de gens s'attendent à ce qu'ils disent limite Bitcoin, c'est presque comme le dollar, allez-y, on casse tout, utilisez la monnaie que vous voulez dans le pays, quoi. Ben, ce sera visiblement pas le cas. Peut-être aussi, et là je m'avance peut-être un petit peu, que la pression américaine a envoyé un message très clair à l'Argentine en disant attention, aujourd'hui on a tel et tel accord, maintenant que tu viens de passer président, on peut te dire des choses qu'on pouvait pas te dire avant. Si tu fais de Bitcoin une monnaie légale, il va se passer ça et ça. On n'en sait rien. Évidemment, je vous rappelle que la géopolitique américaine et tout ce qui est Amérique du Nord et Amérique latine, ça entretient certains liens assez particuliers, et vu le succès du Salvador, il faudrait quand même pas qu'il y ait de plus gros pays qui commencent à faire de Bitcoin une monnaie très utile. Même si d'ailleurs, à cause de l'inflation en Argentine, il y a beaucoup de gens qui utilisent Bitcoin, quoi, de plus en plus en ce moment. Alors, Ethena les amis, un nouveau stablecoin qui fout un peu le bordel, parce que c'est un stablecoin qui est algorithmique. Donnez-moi dans le chat le nom du dernier stablecoin algorithmique qui a marqué les esprits. Il y en a certains qui ont été marqués, puis il y a Asher. Imprimé. Fer rouge. Je m'en souviens. Brrr. Quelle mauvaise période. Bref, naturellement très controversé parce qu'il est, entre guillemets, backé sur la valeur d'un dollar, mais un dollar synthétique qui va être backé par des positions long terme et des positions plus court terme sur certains produits financiers. C'est évidemment très complexe, ça évoque évidemment des souvenirs plutôt traumatisants, comme l'UST, vous vous souvenez, mais d'un autre côté, c'est toujours une piste, le stablecoin algorithmique qui excite et qui permettrait de régler les différents problèmes du trilemme des stablecoins entre le PEG, entre le capital efficiency et ce fameux trilemme de stablecoin que tout le monde essaye de résoudre finalement. Tout comme certains se penchent sur la blockchain et sur les différentes limites qu'elle peut avoir en termes de scalabilité, sécurité, décentralisation, les gens veulent régler le fameux trilemme des stablecoins pour essayer d'optimiser au maximum ce que l'on peut faire de ces différents actifs. Bref, c'est un sujet, c'est très débattu, ça fait du bruit, et croyez-moi, on n'est pas prêt d'avoir fini d'en entendre parler. En tout cas, dès qu'il est arrivé, il a été instantanément listé sur KuCoin et sur Binance, si je dis pas de bêtises. Autant vous dire qu'il y en a certains qui ont saisi la balle au bon. En parallèle de ça, il y a MakerDAO, vous vous souvenez MakerDAO, DAI, stablecoin déjà bien établi et plutôt décentralisé, même s'il est basé maintenant sur de la dette américaine et sur de l'USDC, qui lui-même est centralisé. En attendant, il pourrait allouer jusqu'à 1 milliard de DAI au collatéral de l'USDC. Et là, ça fait peur, les gens qui sont sur le DAI. Ça fait très peur parce que tu te dis, attends, le nouveau truc là, on n'est pas sûr qu'il soit super stable. Et il y a DAI qui veut attribuer 1 milliard de son collatéral dessus. Ça, c'est la valeur globale du DAI. Ça vaut 5 milliards de dollars aujourd'hui. Donc 20% du DAI pourrait, je dis bien conditionnel, être attribué pour backer et pour assurer le collatéral, pour le coup, de notre ami USDE. Ça plaît pas à tout le monde. Pour le rendre stable, sûrement non. En fait, quand tu l'attribues à son collatéral, c'est pour participer, en fait, si tu veux, à sa valeur. Mais ce serait peut-être une bonne nouvelle pour l'USDE, ce serait une mauvaise nouvelle, enfin ça inquiéterait certaines personnes sur DAI, parce que le protocole serait prêt à prendre des risques. Mais en même temps, les stablecoins les plus rentables sont ceux qui sont centralisés la plupart du temps. Quoique sur le DAI, les amis, enfin rien que sur Meria, on utilise le protocole Spark, donc le protocole de MakerDAO eux-mêmes, hein, c'est pas un protocole supplémentaire. Et sur le DAI, on distribue un rendement qui est crade, autant le dire, c'est costaud, hein. 13% de rendement sur ton DAI, quoi. Donc tu fais dormir tes dollars, tu la tabasses l'inflation, quoi. Marc, il était fâché tout rouge. Marc, si vous parlez de Mark Zeller, on parle de Marc d'AAV, AAV, plateforme de prêt et d'emprunt. Et en fait, si tu veux, quand tu prêtes un stablecoin, ça te donne le droit de le collatéraliser pour en emprunter. En gros, tu as des cryptos que tu peux, tu vois là, quand tu as la petite coche verte,
collatéralisé. Pour faire très simple, qu'est-ce qu'un collatéral? Je mets 1000 € d'Ether, le collatéral est accepté, c'est-à-dire que je vais pouvoir emprunter avec ça. Si je mets 1000 € d'Ether, je vais avoir le droit d'emprunter 700 € de ce que je veux, dans la colonne d'en face. AAV ont proposé depuis que si DAI réfléchissait à mettre 20% de leur supply pour backer l'USDE, à ce moment-là, il est possible qu'on ne puisse plus l'utiliser comme collatéral. En gros, qu'on ne considère pas qu'en déposer et les faire dormir ici soit une valeur suffisante pour pouvoir emprunter d'autres crypto-monnaies, pour limiter le risque systémique. Autant dire que ça va se jouer dans les semaines à venir, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, quoi. Le DAI peut, entre guillemets, aux yeux des autres, perdre un petit peu de sa valeur.